Notre randonnée se situe aujourd'hui dans le Nebu. L'étymologie de cette micro-région fait référence à son caractère nuageux. En latin, nebula signifie nuage. Le village de Rapal se situe dans le canton du Haut-Nebu, et plus précisément dans la piève de San Quiligo. Situé à une altitude de 350 mètres, le village est construit en hauteur des sites défensifs. Ce village-balcon domine la plaine d'Olette appelée Concador. Le bâti est ancien, avec des maisons aux façades privées de balcons, aux toits couverts en alternance de lauze et de tuiles rouges. Et le saviez-vous? I Rapalin qui si chiamano i Taiazzin, o et Vumigogne. Il va falloir assurer. C'est vers l'ancienne église paroissiale du village qu'avec Paul, nous nous dirigeons. Une randonnée qui va débuter plus précisément en contrebas du village de Rapal, puisque nous nous dirigeons vers la chapelle en ruine de San Martin. Aujourd'hui, notre randonnée va s'effectuer sur des sentiers entre profanes et sacrés. Paul, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors ici, nous sommes au lieu dit San Martino, où on en a cette église en ruine, ancienne église paroissiale. Alors on a, comme dans toutes les chapelles romanes ou pré-romanes, avec une nef principale et l'abside. Et cette abside, grâce à cette abside, on permet de la dater, enfin avoir une tranche d'âge entre la fin du 7e siècle et le début du 11e siècle. Donc ici, là, c'est un peu à l'état de ruine, avec la structure a été remaniée durant tous ces siècles passés. Donc on a quand même toujours des très beaux linteaux et cette architecture de pierre sèche. Donc à cet endroit même, en 1655, Monseigneur Saporito, évêque du Nebu de l'époque, dit qu'en fait il y avait une population de 200 habitants sous le village de Rapal. Ensuite, l'église paroissiale est remontée sur le village même, à l'église paroissiale de Santa Maria Assunta. Bon, des églises, on va en voir beaucoup apparemment sur ce parcours. Quel est-il? Alors, le parcours qu'on a baptisé entre profane et sacré, qui a été mis en place par le Conseil général il y a quelques années en arrière, va nous conduire au village de Piève et aussi sur le village de Sourds. Alors, il y a deux boucles. Il y a une boucle assez facile et l'autre rallonge un peu plus le parcours. Donc, chaque personne peut choisir un peu en fonction de ce qu'ils veulent découvrir. En tout cas, en termes de randonnée, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est facile et accessible à tous. Voilà. Ouais. Bon, très bien, nous on va commencer à marcher. Et puis on vous laisse en compagnie d'Ididé dans le sud. On y va? Qu'est-ce que c'est une ruche? On met les abeilles dedans. Ah. Les abeilles, on fait le miel. C'est là où elles font le miel. C'est là où elles font le miel. C'est la maison alors. C'est la maison des abeilles. Nicolas, tu fais partie donc du parc naturel de Corse. Oui. Et puis on est là avec toi, donc cette maison du miel, une structure qui est toute nouvelle. Oui, tout à fait. Elle a été ouverte l'an dernier pour la foire du miel de Mourtes. Et alors, quel est son but? Alors, elle a pas mal de vocations qui d'ailleurs sont le reflet de toutes les missions du parc, une bonne partie de ces missions, à savoir, comme on l'a vu aujourd'hui, tout ce qui est sensibilisation, éducation à l'environnement. Donc on accueille des scolaires pour justement parler de cette thématique. Il y a aussi la vocation à ce que la filière apicole soit mise en valeur, espérant que les apiculteurs puissent s'approprier cet outil pour justement promouvoir un peu tout ce secteur d'activité. Dans une des missions du parc qui est vraiment de revitaliser le territoire, et donc c'est par ce genre d'action qu'on peut y arriver. Et puis ces deux missions sont liées parce que c'est ce qui permet aussi la préservation, qui est une autre mission du parc. Là, en l'occurrence, d'une espèce symbolique, qui plus est endémique en plus. Donc l'abeille, avec tous les symboles qu'il y a autour de l'abeille, et l'importance, notamment par rapport aux essences végétales, etc., qu'on a en Corse. Donc ça a vraiment une grande importance. Au moins, c'est ces trois vocations-là prioritaires. Sur la maison. Voilà. Où est-ce qu'elle est la porte d'entrée de leur maison?
En haut, elles arrivent à soulever, tu crois? Non, par où elles peuvent rentrer dans leur maison? Là. Là, c'est la porte d'entrée de la maison. Et est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans la maison des abeilles? Du miel. Du miel. Est-ce que le type de public que vous accueillez à la Maison du Miel, c'est uniquement des primaires ou vous allez même jusqu'au collège lycée? Alors c'est vrai que principalement on a des primaires parce que nous on intervient déjà en amont quand même pour préparer cette sortie. Donc on est présent sur tout le secteur du parc, on est présent dans les écoles et ça nous arrive effectivement, on a le collège de Vico à côté, donc on les a fait venir évidemment. Donc ça peut être vraiment, on peut l'adapter à tout public. Donc ça arrive qu'il y ait des BTS qui viennent, donc vraiment on l'ouvre au plus large public possible. Mais on a l'habitude effectivement de travailler avec les primaires. Est-ce que vous avez goûté le miel de châtaignier? Vous l'avez pas goûté à la Maison du Miel? On vous le fera goûter en revenant alors, parce que le miel de châtaignier, ça veut dire qu'il y a une fleur et c'est grâce aux abeilles que les châtaigniers peuvent faire des bébés châtaigniers. Et comment vous sentez la réception avec les plus petits? Parce qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas trop habitués au miel. En fait, ils n'ont pas l'éducation sur le miel. C'est vrai que, alors, ce qui est bien avec les petits, c'est qu'ils sont quand même assez sensoriels, donc on peut se permettre le côté gustatif, c'est quelque chose qui leur plaît de par leur tranche d'âge de toute façon, et des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire à la maison. Et là, dans ce contexte-là, de leur faire goûter les 6 variétés de miel que l'on a, de façon ludique, on est sûr que du coup, ils vont accrocher. Ce qui ne serait pas le cas même dans une école à la limite. Si on vient avec du miel dans la classe, ça ne passera pas pareil que si on voit les ruches, que si on parle des abeilles, qu'on les voit travailler, etc. Après, il y a un autre intérêt qui fait qu'on arrive quand même à leur faire goûter, ce qui est important quand même. On va pouvoir aller tout doucement, quand je vous le dirai, on va aller ensemble derrière ces vitres. Et justement, on va pouvoir voir deux maisons d'abeilles, des ruches, où les abeilles sont en train de travailler. Ensuite, les enseignants, eux, font un travail dans la classe où généralement on retourne après dans l'école et donc on peut avoir quand même une sorte d'évaluation entre guillemets. Même si pour les petits, c'est pas vraiment ça, mais le simple fait qu'ils prennent du plaisir. Pour nous, ça suffit parce qu'on a atteint notre objectif. On les a sensibilisés parce qu'ils ont aimé être dans la nature, sous des châtaigniers, voir des abeilles travailler. Tout ça, c'est des choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de faire. Et c'est à nous de leur faire passer ça. Parce que du coup, après, tous les messages passent beaucoup plus facilement. Quand ils voient du miel, après, c'est pas juste un pot dans un supermarché. Ils ont vu le travail que c'est. Et voilà. Et là, ça, c'est notre objectif principal. Là, c'est l'école et là, c'est la maison. Ah, tu crois qu'il y a l'école des abeilles? Qu'est-ce qu'elles apprendraient, les abeilles, si elles allaient à l'école? Alors, à savoir bien butiner. Après, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles apprennent, les abeilles? Un truc à voler. Alors, qui a aimé le miel? Moi. Qui c'est qui en avait déjà goûté? Moi. C'est meilleur que la confiture? Oui. Tant mieux. Est-ce que la reine, on la voit? Non. Pourquoi on la voit pas? Parce qu'il fait des bébés. Et elle est dedans. Bon. Est-ce que vous reviendrez montrer à vos parents les abeilles, les ruches? Oui. Vous sauriez leur expliquer? Oui. Oh. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pique-niquer. Oui. Bon alors le premier qui arrive au pique-nique a gagné. D'accord. Donc coucou, c'est ça? Ah bah oui, vaut mieux. D'accord. Plaisir et découverte et apprentissage. Exactement. Bah, merci Nicolas. Je t'en prie. Au cours de notre ascension, nous découvrons ici aussi la présence de châtaigniers. Car dans le Nebiu, cet arbre était aussi cultivé. Tout est utilisé dans le châtaignier. Son bois, ses fruits. Il posséderait également des vertus médicinales. Selon saint Albert le Grand, brillant scientifique allemand du XIIIe siècle, la châtaigne mélangée à du sel et cuite ensuite avec du miel serait bonne contre les morsures de serpents et contre la rage. L'infusion de ces feuilles soignerait la coqueluche, la bronchite et les quintes de toux, les rhumatismes et même les douleurs de dos. Avec 1 million d'hectares, le châtaignier est la 3e essence feuillue française, environ 4% du domaine forestier.
où Rose ou Marie nous invitent également dans notre marche. Non, Léa, par là, regarde, on va faire un crochet sur San Cesario. Oui. Après, on redescendra par ce chemin et on continuera sur Pieve. D'accord, San Cesario qu'a visité Mérimée. En Oui. 1839, j'ai lu ça, il a visité la Corse. Il a fait 3 églises, San Miguel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait San Miguel, San Cesare et Chiesanegra. Tu À le savais cheval. donc. À cheval. Je pensais qu'il était monté en voiture. Il nous faudra 25 minutes pour rejoindre notre second site. On arrive à San Cesario, chapelle romane du XIIIe siècle. Bon, en tout cas, ce qui est impressionnant quand on arrive, hein, c'est la couleur déjà, et puis l'ensemble qui a l'air d'être appareillé. Oui, en fait, tu as les murs, hein, tous les murs de la nef, hein, ils offrent quand même une composition polychrome qui est faite un peu d'alternance à la fois de dalles calcaires d'une couleur blanc-gris et aussi de dalles de couleur sombre, hein, comme celle-ci, hein, ça serait de la serpentine. Très joli. Alors, c'est une composition classique, hein, de toutes les chapelles romanes, hein, que l'on a rencontrées tout à l'heure, avec une nef, celle-ci, la nef est d'une longueur de 11 mètres à peu près, sur 4,5 mètres de largeur. Hein. Et puis on retrouve toujours un linteau, l'abside. Voilà, l'abside côté orient, Mm. et puis celle-ci, elle est quand même fortement dégradée, hein, et elle est en cours de rénovation. Hein. Donc on voit au-dessus sur la façade occidentale, hein, que le haut de la façade a été rénové avec des pierres, hein, où il y a la croix ajourée. J'allais te dire, ouais. oui. Sur le fronton, toujours. Donc, elle est très jolie, hein, elle est magnifique, hein, mais Elle a l'air un petit peu isolée isolée et détériorée. et détériorée. Ouais. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des chantiers, hein, sur ce type de monument un peu partout en Corse. C'est la FAGEC qui s'occupe un peu de gérer la rénovation, et c'est très bien de conserver ce patrimoine religieux que l'on a un peu partout dans nos montagnes. Ouais, caché comme ça. Bon, on reprend le même chemin? Voilà, on reprend le même chemin et on se dirige vers Pieve. Allez. Notre progression se poursuit au milieu d'une nature en fleurs. Des primes verts, des cyclamènes aux feuilles si reconnaissables, on retrouve également des arbousiers, l'albitre, taillés de telle façon que l'on comprend bien l'entretien apporté à ces sentiers. Des sentiers empruntés à l'époque par les bergers pour le commerce entre villages. Mais ils servaient également de lien entre les différents lieux de culte de la région. Le culte de Santa Margherita, par exemple, patronne des fileuses et des femmes enceintes, est célébré le 20 juillet. Marguerite ne voulut pas renoncer à la foi chrétienne pour épouser Olybrius, préfet d'Antioche, cité romaine. Cet aveu lui valut d'être torturé, brûlé, puis décapité. Nous y sommes. Alors cette chapelle romane, hein, qui est constituée selon le plan traditionnel roman, hein, elle a été en partie détruite, hein, et surtout sa partie supérieure, hein, sur toutes les façades, hein, et notamment la toiture, hein, qui a été réhabilitée par la suite il y a quelques années en arrière. Donc on a des choses intéressantes, hein, sur cette chapelle. Tu vois, sur la façade occidentale, on a 2 statuettes brisées, hein, qui représentent des personnages anthropomorphes. Ensuite, on a sur l'abside, hein, qui est très intéressante, une série d'arcatures, hein, qui retombent sur des modillons avec des formes géométriques. Hein. Et là aussi, sur cette façade latérale nord, de chaque part de la porte, on a des consoles, hein, qui soutiennent ce linteau. À peine les tours, non, les consoles. Ouais, alors on a des décorations un peu tordues, hein, et en fait c'était une maladresse, hein, à l'époque, et si tu veux ça pourrait être interprété comme une décadence de l'art de bâtir de l'époque, hein, selon la tradition romane pisane. Alors ça voudrait dire qu'en fait on est à la fin de la domination pisane et qu'ils font ça un peu... À la va-vite, D'accord. et bon, alors que bien avant, hein, ils mettaient un peu plus de soin sur
sur ce genre de détails. de détails. Ah, c'est étonnant comme histoire. Oui, alors ici, il y a eu des écrits qui attestent qu'en 1591, il y aurait des personnes, plusieurs personnes, qui auraient prêté serment devant l'autel de cette chapelle. Donc ici, en fait, il y avait un tribunal et c'est ici qu'on rendait la justice, comme dans de nombreuses églises de l'époque. Voilà, les églises comme lieu de justice. Bon, bah, écoute, on va faire le tour de cette chapelle. Et puis, en attendant, on va vous laisser en compagnie de Yann. Originaire de Chalon-sur-Saône, une région très industrielle, son père et son grand-père travaillaient déjà dans l'industrie. Lui, Patrice, commence par un CAP de mécanicien d'entretien, mais ce n'est que le début d'un parcours exceptionnel. Ouais, exceptionnel, c'est un grand mot. Hein. Particulier peut-être. Particulier, évidemment, comme c'est particulier à tout le monde. Hein. Voilà. Oui, mais enfin là, il n'est vraiment pas standard. Tu commences dans l'industrie, mais tu ne voulais pas y rester, tu savais très bien qu'il ne resterait pas ad vitam. Mais en même temps, quand tu y es, tu le vis pleinement, sans amertume. Bien sûr, puisque c'est à vivre à fond. Tu étais sur place, physiquement, mais ton esprit était souvent un peu ailleurs. Tu avais déjà la créativité en toi. Oui, c'est une manière de toujours avoir un recul par rapport aux choses qu'on vit et qui, bien souvent, même nous happent et nous collent tellement que c'est vrai que des fois, on a besoin un petit peu de reculer par rapport à ça et de se dire... je m'échapperai. Je n'ai pas encore dit où on était. Derrière nous, la plaine, avec le panorama, on a quoi? On a Solenzar ici, voilà. Ghisonaccia là, au milieu. Là. Et entre les deux, voilà. Et les Trave. temps, voilà. C'est ici que tu t'es installé. Je suis tombé oui, sur Ghisonaccia et après Solar. Et voilà. Donc les circonstances ont voulu que ça soit là. Entre-temps, tu vas partir en Tunisie, là aussi pour... quelque chose que tu vas dire, toi, ce n'est pas exceptionnel, et pourtant... Absolument, une aventure professionnelle et humaine. Vraiment, oui, on produisait jusqu'à 2000 pièces par mois, quand même. Ah ouais. C'était combien de personnes? 60, des hommes qui coupent, qui redressent, qui forgent à chaud, à froid, qui soudent, qui montent. À quel moment, parce qu'on a commencé ton aventure dans l'industrie, c'était pas très artistique, à quel moment tu es passé dans la ferronnerie artistique? Ferronnerie artistique, c'est pas vraiment ça. Allez, décorative. Décorative, très rapidement, dès que j'ai été dans la ferronnerie, puisque instantanément, j'ai perçu l'aspect décoratif. Et même, je veux dire, avant l'heure, je pensais déjà qu'on pouvait amener de la décoration par le fer dans la maison. Ça fait combien donc que tu es revenu de Tunisie maintenant? Un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. L'atelier est toujours là en bas. Ce que je te propose, c'est d'aller le visiter. Alors on y va. I can't imagine. Rouge cerise, on peut bosser. 900 degrés. D'accord. Voilà. Et là, les pièces que je fais, là, elles sont là, comme ça en renfort. D'accord, c'est à chaque angle. Voilà. C'est un peu plus raide parce que j'ai un petit rayon là quand même, mais ça va. Il est bon là. Cerise, allez. Ouais. J'ai commencé ma cueillette dans l'usine. Il y avait quand même 1000 mètres carrés, des chutes, il y en avait partout. J'avais beau dire aux ouvriers, bon, tu me ramasses, tu les jettes pas, tu me mets les petites d'un côté, les moyennes de l'autre. Ouais, c'était pas toujours. Si, quand même, il y avait. Ils ne savaient pas pourquoi je leur demandais ça. Mais toi, tu savais déjà. Ah oui, oui, quelque part. Oui, je savais sans savoir. J'ai pris mon seau, j'ai tout jeté sur le marbre. Et à 4h de l'après-midi, paf, il y avait une colonne qui a surgi comme ça, voilà. Sans que j'ai pu dire ou dessiner quoi que ce soit. Consciemment, tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais derrière, inconsciemment, il y avait déjà quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Parce qu'en fait, tu te lâches, mais en fait, non, mais il y a tout un travail qui est déjà fait. Est-ce que ton regard... Tu n'es plus que dans la réalisation, il te manque juste le petit élément. Quel est ton regard sur ce que tu fais quand tu as l'impression justement que ce n'est pas toi qui le fais, que le geste est... Tu as un regard presque de spectateur?
Ouais, ça, après coup, oui, parce que tu sors d'un état quand même, parce que quelque part, tu es parti. Hein. Tu es ferronnier, artisan, artiste, créateur d'art. Tu es quoi? Tout ça à la fois, quoi, on va dire. Donc on pourrait résumer entre, on va dire génériquement, ferronnier d'art, sculpteur. Voilà, donc ça veut bien dire d'une part l'artisan et de l'autre côté l'artiste. Moi je me souviens aussi une chose comme ça. Je venais de souder en continu pendant 1 heure, mais vraiment sans arrêt. La pièce même, elle rougit à la fin tellement à force de souder. Oui, à force de souder, elle récupère la chaleur. Et donc il s'agissait de la démouler, elle était brûlante dans le gabarit. Et donc j'avais mis des coins, des tournevis, burins, tous les côtés comme ça. Et puis il y avait toujours un peu de résistance comme ça. Et d'un coup? Et puis d'un coup j'ai donné le coup de tournevis comme ça. Plof, il est sorti d'un coup. Et là j'ai fait ouh, j'ai hurlé. J'ai fait ouh. C'est une naissance. C'est une naissance à ce moment-là. Ouais, comme vraiment un cri, vraiment de. J'en revenais pas de ce que je voyais, quoi. Voilà. Il n'y a aucune amertume, même dans des choses que tu n'as pas réussi. C'est ta façon de voir aussi ton art, mais ta vie, c'est de se dire les échecs ne sont pas obligatoirement des échecs. Non, ça fait partie du chemin, quoi. C'est la route qui compte, c'est pas le but, hein, évidemment. Si je me fixe un but, je serais bien déçu en plus d'y arriver, quoi, parce qu'après ça voudrait dire il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Patrice? Me souhaiter. Alors là, je suis bien embêté. Je suis un génie. Je te propose de réaliser un souhait pour les 10 ans à venir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, que je puisse développer mon art. Vivre et prendre du plaisir dans ton activité, voilà. tout simplement. Voilà. Merci, Patrice. À bientôt. Merci, Yann. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine